Alors on va continuer cette matinée de la journée de la donnée autour du thème de l'adaptation. Et après avoir eu une première séquence autour de la production des données climatiques, donc on l'a vu, hein, de la production brute jusqu'à son utilisation dans d'autres modèles plus complexes et enfin sa restitution pour un type d'utilisateur très spécifique. Nous allons maintenant nous tourner vers l'utilisation de la donnée pour l'intégrer dans des actions concrètes d'adaptation. Donc pour cela, nous avons la chance d'avoir 4 panélistes qui vont me rejoindre. Donc, Monsieur Pierre Athanase, qui est vice-président de la métropole de Lyon. Monsieur Grégory Delobel, chef du projet du Climate Data Hub de la région Centre-Val de Loire. Monsieur Antoine Lefeuvre, qui est directeur innovation chez Suez Digital Solutions. Et enfin, Vincent Haït Amar, qui est chef de projet Écosphère à l'Ecolab. Alors, oui, asseyez-vous et ensuite vous pourrez vous lever. Donc, comme on l'a rappelé, la donnée est souvent clé pour accélérer des projets, pour arriver à passer à l'échelle, pour faire plus vite, pour identifier et repérer plus vite. On sait que aussi le changement climatique, c'est une course contre la montre pour réduire nos émissions, mais aussi désormais pour nous adapter. Parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, même si on arrive à réduire nos émissions à zéro net, le climat va quand même changer, il va falloir qu'on s'adapte. La vitesse à laquelle on réduit nos émissions va déterminer le niveau d'adaptation que l'on va devoir faire et les efforts d'adaptation, en espérant qu'on réduira nos émissions suffisamment rapidement pour ne pas arriver à un niveau d'adaptation qui est insoutenable et que les écosystèmes ne pourraient pas s'adapter. Donc la donnée, c'est un accélérateur pour identifier, s'informer, mettre en place plus rapidement. Et c'est ce que nous allons voir au travers de ces 4 présentations, à travers 3 angles de vue différentes, de 2 collectivités territoriales, d'un industriel et de l'État. Donc je laisse la parole à Monsieur Athanase. Oui, alors une présentation beaucoup moins technique que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, puis plus politique, puisque vraiment l'idée de la végétalisation pour combattre le climat, si on est ambitieux, ou s'adapter au dérèglement climatique, et faisait vraiment partie du programme pour lequel nous avons été élus. Donc une nature sous pression, avec les canicules qui est vraiment devenu le souci, vraiment, voire vraiment la chose qui effraie les Grands Lyonnais. Vraiment, ce sont ces canicules. Les sécheresses, ce n'est pas un souci qui dérange plus que ça les habitants, bien évidemment, si on n'est pas agriculteur, si on n'est pas jardinier. Mais c'est vraiment les canicules qui font peur et qui font vraiment qu'on a une demande très très forte de végétalisation. Il y a l'effondrement de la biodiversité, mais ça touche déjà un petit peu moins de monde et c'est sans doute dommage parce qu'on a des catastrophes tout aussi importantes qui arrivent avec l'effondrement de la biodiversité, notamment la disparition des insectes pollinisateurs. Et voilà, juste pour vous présenter la métropole de Lyon, 58 communes, 51% du territoire est artificialisé. Il nous reste donc 49% du territoire agricole ou en milieu naturel ou prétendu tel, plutôt de type forestier. Des données, on en a plein, on en a énormément, et on en a qui sont anciennes et qui démontrent que ce qu'on fait maintenant, on aurait dû le commencer bien plus tôt et on n'en serait pas dans la situation à laquelle on est. Situation, excusez-moi, j'ai besoin de chiffres. Situation qui est juste maintenant catastrophique. On est dans un vrai problème de santé publique. L'année dernière, en France, il y a eu 10 000 hospitalisations pendant les périodes de canicule qui ont engendré 5 167 décès en France. Et sur la seule métropole de Lyon,
796. Donc on voit que notre territoire à nous est le plus touché par les canicules. Et on est sur des sujets qui sont vraiment importants. Et si les gens ont peur, ils ont malheureusement raison d'avoir peur. Le 1,5 degré des objectifs des accords de Paris, on les dépasse largement. Pour l'instant, sur la métropole, on est déjà à 1,9 degré d'augmentation et on va augmenter bien au-delà. Pourtant, quand on regarde une carte de la végétalisation, c'est là qu'il faut vraiment savoir avec quelles données on travaille. C'est vraiment quelque chose d'important. Une carte de la végétalisation de la métropole, c'est plutôt sympathique. Ce qu'on voit qu'hormis Lyon, hormis Villeurbanne, eh ben finalement, on est dans une agglomération qui est très végétalisée, donc il ne devrait pas y avoir beaucoup de problèmes. Mais c'est vraiment une chose qui est très, très contestable. Et moi, mon baromètre, ce n'est pas la carte de la végétalisation, mais c'est l'indice de canopée. Et on voit bien là la différence. Si je reviens en arrière, hop, vous voyez la commune tout en haut, où les communes qui sont à l'est sont relativement vertes, voire très vertes, et pourtant leur indice de canopée est particulièrement mauvais. On est là dans des espaces céréaliers plutôt intensifs, avec une végétation, lorsqu'il s'agit de maïs ou de tournesol, qui dure 6 mois, lorsqu'il s'agit de blé ou d'orge, qui dure un petit peu plus, mais qui est moissonné début juillet et qui dès lors se transforme en îlot de chaleur. Donc il nous faut planter énormément. Donc voilà, ça c'était la communication du président de la métropole qui était très content, oui, qu'on ait planté beaucoup d'arbres. On plantait de 1200 à 2000 arbres par an sur les 3 mandats précédents sur ce territoire-là. Cet hiver, pendant les 3 mois d'hiver, on a planté 52 000 arbres, c'est-à-dire qu'on a planté plus en 3 mois qu'en 3 mandats. Et pour ce faire, on a effectivement besoin de données, j'y reviendrai plus tard. Mais planter beaucoup, ça ne suffit pas. Il faut vraiment s'attaquer principalement aux îlots de chaleur. Là, on était sur l'un des pires îlots de chaleur de Lyon. Un aménagement pourtant neuf, qui n'avait pas 10 ans quand on est arrivé à la tête de l'exécutif, et qui était un endroit complètement déserté tout l'été, tellement il faisait chaud, pourtant avec la proximité de l'eau de la Saône. On est à Confluence, pour ceux qui connaissent. Donc là, l'idée, ça a été de planter de façon très dense. Et voilà à quoi ça ressemble maintenant. On a vraiment besoin de rapprocher les arbres, de les planter beaucoup, et également de les planter complètement différemment. Lyon, comme beaucoup de villes de province, s'est inspiré au XIXe siècle des travaux d'Haussmann et d'Alphand lorsqu'ils ont refait Paris, et avec un pas de plantation de 7 mètres. Donc beaucoup de platanes à Lyon. Il y avait 75% de platanes dans les arbres d'alignement qui étaient plantés tous les 7 mètres jusqu'aux années 60-70. Et puis avec l'arrivée massive de la voiture et de la place que la voiture prend, on est passé à un arbre tous les 14 mètres. Ça permettait de mettre 2 places de stationnement entre les arbres. Et là, malheureusement, sur le rafraîchissement de la ville, ça ne marche plus, puisqu'on a une zone d'ombre, une zone de chaleur, une zone d'ombre, une zone de chaleur, et on n'a pas de bons résultats. Sur un aménagement qui avait été réalisé il y a quelques années, sur une autoroute urbaine, vraiment qui a été rétrécie, création d'une piste cyclable et du coup plantation. Et plantation sur différentes strates. Des arbres beaucoup plus petits ont été plantés, des grands arbustes et des arbustes couvre-sol. Et sur ce site-là, on l'a équipé il y a 4 ans de tout un système d'appareils qui mesure un petit peu tout, la tensiométrie du sol, l'hygrométrie de l'air, l'épaisseur des branches entre le jour et la nuit, et ce qui nous intéresse ici, puis certainement ce qui a été le plus important, des thermomètres qui enregistrent. Et on a la même chose un petit peu plus loin sur la même avenue, mais qui n'a pas été aménagée. Et on s'aperçoit que le fait d'avoir végétalisé sur plusieurs strates, on gagne sur les 4 mois d'été, donc juin, juillet, août, septembre, 4,2 degrés en moyenne. Et en période de canicule, on gagne 7,4 degrés. Donc on est beaucoup plus efficient lorsqu'on plante de façon dense et lorsqu'on plante avec plusieurs strates, parce que la bulle de rafraîchissement est beaucoup plus importante. Du coup, on s'en inspire pour nos plantations récentes. Et ce qu'on fait également, c'est qu'on gère l'eau à la parcelle. Et donc, on récupère l'eau des voiries maintenant qui ne part plus dans le réseau d'égouts, qui est un réseau unitaire à 80% sur la métropole de Lyon. On l'infiltre directement à la parcelle avec
des plantations qui n'ont plus de bordure côté route, et de l'autre côté, qui ont des tranchées, donc c'est comme des petites tranchées de Stockholm qui font 40 cm, et l'eau pénètre directement et rentre dans la fosse de plantation, plutôt que de courir sur la fosse de plantation, où là on aurait des problèmes de tassement. Végétaliser autrement, c'est végétaliser le plus possible un petit peu partout, donc décrouter le maximum. Là, on est vraiment sur la place de Danton, qui était en fait plus une place depuis longtemps, mais un rond-point pour la circulation qui chantait un axe qui était très, très circulé. Là, c'était juste avant les élections municipales et métropolitaines. Donc, la municipalité avait installé quelques bacs et quelques arbustes. Et en 2023, donc, on a tout cassé. On a végétalisé, enfin désimperméabilisé, végétalisé. Et là où il y avait le rond-point maintenant, donc c'est devenu un square. Et pourtant, on a quand même des voitures. Mais évidemment, en revoyant le système, tout le système de circulation pour que ce ne soit plus le site qui évite les bouchons et que les habitants puissent être dans une atmosphère à peu près correcte. Végétaliser autrement, c'est également de faire des forêts urbaines. Alors, forêts urbaines sur la métropole de Lyon, c'est des forêts plantations qui font 2 hectares à 2 hectares et demi. La plus grande fait 10 hectares qu'on est en train de réaliser en ce moment. On ne fait pas de petites forêts, des forêts Miyawaki qui sont très à la mode, mais qui n'ont malheureusement pas beaucoup d'effets et auxquels je crois assez peu. Mais donc des plantations, on plante de façon très dense. Et dans les milieux agricoles, vous avez vu, on a un vrai problème dans les milieux agricoles. On plante des haies champêtres. On a planté 13 km de haies cet hiver. L'objectif est d'en planter 42 d'ici la fin du mandat. Planter ailleurs, c'est-à-dire planter en dehors du domaine public. Si on plante sur tout le domaine public métropolitain, si toutes les communes plantent également, on ne pourra de toute façon planter que sur 30% du territoire. Et il reste 70% qui est privé. Donc on a un dispositif de subvention, de plantation dans l'habitat collectif, que ce soit bailleurs sociaux ou que ce soit copropriété, ce qui nous permet de planter dans des endroits où on n'aurait pas accès. Là, typiquement, on est à Lyon 3e, dans un quartier où on n'avait pas possibilité de planter dans les rues parce qu'on avait des réseaux de partout. Et le fait qu'on ait subventionné, donc là c'était un bailleur social pour planter, on a maintenant un îlot de fraîcheur à cet endroit-là. Je vous parlais de la biodiversité. Là, on a un véritable problème et le plus urgent de tous est celui des insectes pollinisateurs. On a perdu 80% des insectes pollinisateurs en Europe. C'est la même chose en Amérique du Nord. C'est la même chose en Asie. On est moins documenté sur l'Afrique, mais c'est certainement déjà bien accéléré. Donc, il faut absolument que dans nos plantations, on puisse intégrer cette question-là. Donc un exemple, sur le parc de Paris, on a eu un problème de champignons assez grave, qui faisait tomber les peupliers, les tilleuls, c'est des tilleuls argentés. Donc on a abattu les 120 tilleuls et on a replanté. On a replanté 250 arbres, 650 grands arbustes et 1250 petits arbustes. Et le cahier des charges que j'avais donné au service, c'était une floraison depuis février jusqu'à octobre, de façon à ce que les insectes pollinisateurs aient tout le temps à manger. Pour ça, on a développé un outil qui s'appelle le calque de plantabilité, qui a été fait par les services, par des gens beaucoup plus compétents que moi en informatique, et qui nous permet d'avoir une visibilité sur ce qui est possible ou pas de planter sur les 58 communes de la ville. Alors, ce n'est pas la vérité absolue. Bien évidemment, une fois qu'on a défini qu'on pouvait planter ou pas, ça n'empêche pas les enquêtes de réseau, ça n'empêche pas tout le reste, mais c'est une véritable aide et c'est surtout une aide pour essayer de se mettre d'accord avec les communes, là où on va pouvoir planter, de pouvoir définir des stratégies de plantation. Donc on le voit mieux là sur la légende. Donc plus c'est vert, plus c'est facile à planter, plus c'est rouge, plus c'est difficile. Pour l'instant, on est à une maille de 5 mètres par 5 mètres. On va la descendre un petit peu, ce qui devrait beaucoup nous faciliter la vie, parce qu'on voit énormément de carrés orange. Alors souvent, les carrés orange, c'est parce qu'on est près des façades, mais ça n'empêche pas de planter. Voilà, il faut simplement adapter le type de végétaux. Voilà, je vous remercie. Peut-être un complément, monsieur le vice-président, vous êtes modeste. Le calque de plantabilité a aussi été lauréat
Est-ce que vous pouvez peut-être en dire un mot du programme justement DIAT dont on parlait en introduction, qui vise à développer des démonstrateurs d'IA frugales dans les territoires en faveur de la transition écologique? Oui, effectivement. Donc on a été lauréat et on en est très content. Après, cet outil-là, c'est bien, on le possède, on le fait évoluer. Mais surtout, si vous êtes intéressé, il est tout à fait duplicable sur vos territoires. Donc, il y a une adresse sur le PowerPoint, vous pouvez contacter et vous pouvez effectivement reprendre. L'intérêt du calque, ce n'était pas une image il y a 3 ans, c'est vraiment quelque chose qui, tous les ans, est remis à jour, qui nous permet effectivement de suivre. Avoir une image à un instant T, mais vu la montagne de travail que ça a été quand même d'avoir toutes ces données-là, ça aurait été dommage. Là maintenant, notre calque de plantabilité vit sur plusieurs années et surtout, on va être plus précis et ça, c'est une attente assez forte des services. Après, on continue de travailler sur d'autres choses, notamment avec le CEREMA, sur les palettes végétales. Hein. C'est des choses qui sont très, très importantes. Hein. On a raconté énormément de bêtises avec les palettes végétales. Certains voulaient planter des choses très, très... Voilà, très, très exotiques, très, très adaptées à la sécheresse, qui malheureusement sont des essences pas encore adaptées à nos régions, puisqu'on a encore des gelées tardives. Et cette année, ça a été le cas, comme les 2 années précédentes. Et surtout, c'est des essences qui évapotranspirent moins et du coup qui rafraîchissent moins l'atmosphère. Donc, le plus possible, on reste bien avec des essences qui sont régionales. Et lorsqu'on en a vraiment besoin, bien évidemment, on ne se prive pas d'essences exotiques pour mettre les autres à l'ombre. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième présentation et ensuite on prendra, après le débat qu'il y aura entre les panélistes, on prendra vos questions à l'issue des présentations. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Ecolab de me permettre de présenter le projet dans le cadre de cette journée de la donnée. Donc le Climate Data, c'est assez génial en fait de passer après la parole d'un politique parce que ça va illustrer en quelque sorte toutes les questions auxquelles on essaye de répondre et tous les enjeux que M. Athanase a abordés au travers de sa présentation précédente, à savoir comment on mobilise la donnée, et pas uniquement la donnée publique d'ailleurs, pour essayer à la fois de mieux identifier, mieux comprendre les phénomènes, mais aussi et surtout de trouver des solutions. Et c'est vrai que l'outil que vous avez présenté présente une partie solution et le Climate Data Hub essaye d'aller systématiquement avec cette partie solution et essaye d'aller également sur le terrain de la réplicabilité, on en reparlera. Donc historiquement, le Climate Data Hub, c'est une initiative qui est portée par la région de Centre-Val de Loire depuis 2019 et qui pose vraiment la question de l'usage de la donnée dans les enjeux climatiques. Alors on était en 2019 à l'époque, on n'était pas en 2024, mais comme quoi la réflexion a largement progressé, a largement avancé. Mais l'idée, c'était bien de se poser la question de savoir comment on mobilise le numérique et plus particulièrement la donnée pour répondre aux questions d'adaptation et d'atténuation que pose le changement climatique. Et donc, avec cette idée derrière qu'il fallait effectivement un numérique responsable, mais aussi une maîtrise collective de l'usage de la donnée. C'est assez troublant de se voir sur un écran, excusez-moi. Et effectivement, cette maîtrise collective et cet usage des données aussi dans un cadre qui se veut éthique et au service de l'intérêt général. Ça fait partie des enjeux principaux du Climate Data Hub. Donc du coup, effectivement, notre ambition initiale, et qui est celle qu'on est en train c'est la trajectoire qu'on se donne en tout cas et qu'on est plutôt en train de réussir à concrétiser, c'est celle de créer une coopération entre acteurs publics et acteurs privés au service d'une démarche d'intérêt général et dans un cadre éthique partagé sur notamment l'utilisation de la donnée. Nos objectifs, je l'ai déjà dit, c'est bien d'offrir des solutions opérationnelles, qu'il s'agisse du volet atténuation, du volet adaptation, même si aujourd'hui on se concentre sur la partie adaptation, et de faire émerger des services qui soit créateur à la fois de valeurs sociales et environnementales, mais aussi économiques, et on y reviendra, je crois, dans le cadre de la table ronde. L'enjeu du modèle économique est essentiel. Pourquoi en région Centre-Val de Loire ? On a 2 atouts. Le premier, c'est qu'on est une région où on produit énormément de données environnementales. On a quelques très beaux établissements scientifiques. Il est représenté aujourd'hui au sein de cette salle avec notamment le BRGM. J'ai salué. Et... on a aussi l'INRAE, les universités. Enfin bref, on a un environnement de producteurs de données environnementales assez riche. Et en plus, on peut doubler ça avec un écosystème numérique très très bien maillé et surtout la présence sur notre territoire d'un data center
qui est labellisé par le MESRI et qui est une sorte de cloud souverain, un hébergeur local qui nous permet aussi une certaine garantie de nos données. Donc aujourd'hui, le Climate Data Hub, c'est un consortium de 29 membres, publics, privés. On a 17 partenaires publics, 12 partenaires privés. Comme vous pouvez le constater, il y a une forte connotation territoriale, bien évidemment, mais il y a aussi des acteurs nationaux. Et puis surtout, il y a des acteurs de toute taille. Leur principale préoccupation à l'ensemble de ces acteurs qui se sont engagés, c'est effectivement de voir comment on peut mieux partager la donnée pour essayer d'identifier des solutions et optimiser les politiques publiques pour l'adaptation ou l'atténuation au changement climatique. J'ai déjà parlé de la charte éthique, j'y reviens très rapidement. La charte éthique, c'est la philosophie sur laquelle le consortium s'est entendu, c'est annexé à l'accord de consortium. L'accord de consortium a plus vocation à gérer la gouvernance, les collaborations, les parts de projet de chacun. La charte éthique, c'est vraiment le socle philosophique, en quelque sorte, c'est notre ADN. Et effectivement, elle met en avant les valeurs que l'on souhaite développer sur les notions de transparence, bien évidemment, sur les notions de qualité de la donnée, ça a été abordé tout à l'heure dans le cadre d'une question. Et puis aussi, on y reviendra sur la partie évaluation, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en mesure, puisque c'est un outil qui se veut au service de l'optimisation des politiques publiques, il faut qu'on soit en mesure d'évaluer si cet outil est utile effectivement ou pas au quotidien. Et puis on parle des choix technologiques, bien évidemment, en prenant et en mettant en avant au maximum les technologies open source. Donc aujourd'hui, un petit bilan chiffré, je l'ai déjà dit, 29 membres du consortium. On en est au développement de 3 cas d'usage. Je vais y revenir très rapidement sur le deuxième. Un cas d'usage plutôt atténuation sur la décarbonation des mobilités et l'autre sur les îlots de chaleur. Et on va pouvoir, grâce à l'appel à projet DIAT, développer un 3e cas d'usage autour de la gestion de la ressource en eau, puisqu'on vient également d'être lauréat de l'appel à projet démonstrateur d'intelligence artificielle au service des territoires en portant un projet qui s'appelle Préviso. Et puis, on a quelques initiatives significatives qui ne pourraient se faire sans le Climate Data Hub et qui démontrent qu'effectivement, mettre en place un cadre un peu innovant de partenaires publics-privés pour mobiliser la donnée, ça peut fonctionner. Donc voilà, on a diverses initiatives pour essayer d'animer, de mobiliser et d'identifier des solutions autour des problématiques que j'ai déjà citées. Je reviens très rapidement, et c'est très en lien avec la présentation que vous venez faire, sur le cas d'usage, identification et remédiation des îlots de chaleur urbains. Alors vous voyez, là encore, une communauté d'acteurs assez diversifiée, avec deux métropoles qui apportent leurs besoins, qui nous ont clairement dit, voilà, on voudrait réfléchir sur ces questions-là, c'est essentiel aujourd'hui pour nous dans le cadre de l'aménagement du territoire, et on a besoin de mobiliser la donnée, on a besoin de mobiliser les acteurs. Donc les métropoles apportent le besoin. Topos, qui est l'agence d'urbanisme d'Orléans Métropole, le BRGM, apporte les données, apporte leur expertise, leur savoir-faire. Et Neymer, une petite start-up qui est d'ailleurs Green Tech Innovation de chez Ecolab, apporte la solution technologique. Et tout ça, à la fin, essaye de produire une solution qui va permettre de mieux identifier les îlots de chaleur urbains et surtout de mieux simuler les projets d'aménagement et de voir concrètement quels impacts ils peuvent avoir sur les îlots de chaleur urbains. Donc on est plus dans un aspect simulation. On va jouer sur des paramètres, sur effectivement les strates de végétation, la nature des essences et ainsi de suite. Quelle densité on va planter. On ne va pas travailler évidemment que sur les aspects reforestation, on va dire, ou revégétalisation, mais on va aussi travailler sur les aspects déminéralisation, et vous allez parler de la gestion intégrée des eaux pluviales tout à l'heure. Ça fait aussi partie des solutions qui sont envisagées. Bref, voilà, cet outil aujourd'hui est on va dire, en préfiguration. C'est un démonstrateur qui ne demande qu'à être développé pour qu'on n'en reste pas au stade, comme malheureusement c'est souvent le cas, du POC. On espère être en mesure de trouver la voie, le modèle économique pour passer à un vrai produit qui soit utilisable et qui soit réplicable. Pourquoi pas, par exemple, sur le territoire lyonnais. Je dis ça en passant. Voilà pour la présentation du Climate Data Hub en quelques mots. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on voit effectivement que les problématiques, elles ne se retrouvent pas que sur un territoire. Les îlots de chaleur, la biodiversité, la revégétalisation. On va évoquer un autre problème lié à l'adaptation qui est celui de la gestion des pluies avec notre prochain intervenant. Antoine, je te laisse la parole.
Voilà. Oups. Petite manipulation. Voilà, donc rebonjour à tous. Rebonjour à tous. Au-delà de la FTCC, je suis avant tout effectivement un collaborateur Suez. Je travaille sur les sujets digitaux. Suez, en 2 mots, c'est un jeune acteur technologique de 160 ans. On travaille sur la circularité dans l'eau et dans la gestion des déchets. Voilà, c'est 57 millions de personnes qui sont fournies en eau potable. On est producteur d'énergie aussi, notamment grâce aux déchets, au bout de stations d'épuration. Et on a pour vocation aussi d'accompagner nos clients dans l'atténuation avec la réduction du CO2. J'avais sélectionné 2 cas d'usage que vous avez présentés juste après. Pour reprendre 2-3 choses qu'on a l'habitude de dire chez Suez sur la donnée, c'est d'abord une façon de rendre visible ce qui est invisible. Ça a été extrêmement bien illustré ce matin, enfin tout à l'heure à l'instant par monsieur le vice-président et puis également par le projet Explore 2, tout ce qui a été vu ce matin. Pour Suez qui s'engage dans la transition, c'est aussi la capacité de donner aux citoyens la capacité de mieux connaître leur consommation d'eau. C'est pour ça qu'on est engagé aussi dans la mise en place de compteurs de télérelève qui permet aux citoyens de faire des économies d'eau. On a la même problématique également dans la réduction des déchets et dans l'amélioration du tri. On a mis en place récemment ce qu'on appelle un compteur intelligent des déchets qui permet aussi de mesurer. Donc en tout cas, on part du principe que pour corriger, il faut mesurer et que c'est quelque chose qui est important, et on essaye de rendre cette information la plus concrète possible pour nos clients collectivités, pour les citoyens et pour les entreprises. La deuxième chose qu'on peut dire sur la donnée, c'est que la donnée devient de plus en plus nombreuse, elle se multiplie, notamment à l'émergence des capteurs, des moyens de captation de la donnée. Il y a eu des très bons exemples ce matin sur les satellites, sur les vues aériennes. On a également chez Suez des acteurs qui sont en Centre-Val de Loire et qui font partie de ces productions de données, notamment une société qui s'appelle Sigrenea, qui développe des capteurs de mesure de remplissage des points d'apport volontaires, et donc qui permet de réduire en fait les tournées. Donc, par rapport à la captation de données, vous savez que l'un des enjeux dans l'eau, c'est vraiment la maîtrise des fuites. Pour un exemple concret, ce qu'on a eu l'occasion de présenter à Vivatech récemment, c'est une balle qu'on met dans les réseaux d'eau et qui va capter en permanence la température et la conductivité, qui vont nous permettre, en fait, de façon simple et efficace, de détecter des fuites, puisqu'il y a de l'intrusion, je dirais, dans les réseaux, et donc il y a un changement de salinité et donc de conductivité, ou des changements de température s'il y a des eaux parasites. Donc, en tout cas, on est effectivement dans une multiplication, je dirais, des capteurs qui rendent la donnée beaucoup plus précise, locale. On a toujours cet enjeu aussi de faire attention à ce que ces capteurs qui ont leur propre empreinte environnementale aussi soient utilisés de façon raisonnable. Troisième élément sur la donnée, je parle de la multiplication, j'aurais pu prendre la grande tendance aussi avec les mobiles, l'usage Internet, etc. Mais c'est bien sûr l'arrivée de l'IA qui va permettre, alors c'est pas nouveau, hein, c'est une quinzaine d'années, qui va vraiment permettre une optimisation beaucoup plus forte, une prévision. Et aujourd'hui, dans les rendements de réseaux d'eau ou dans les installations de réseau, ça nous peut permettre de gagner jusqu'à 10 ou 15% de rendement, donc c'est extrêmement important. Ça va permettre aussi de baisser la consommation énergétique des stations d'épuration en optimisant les aérateurs, par exemple. Il y a énormément de cas d'usage. Ce que j'ai choisi ce matin peut-être de partager rapidement avec vous, c'est un cas d'usage qui prend tout son sens également dans l'organisation d'une petite compétition sportive avec quelques personnes qui vont venir dans quelques semaines. C'est la gestion en fait des réseaux d'assainissement. Puisqu'on parle d'adaptation, il faut savoir aussi comment piloter des crises aiguës, des inondations qui peuvent créer des dégâts, des débordements et je dirais des impacts environnementaux en cas de débordement.
Donc Suez a été, avec ses clients, a été amené à développer en fait une gamme de solutions depuis une quinzaine d'années qu'on appelle Aqua Advance, qui modélise complètement en fait le réseau hydrique des collectivités, qui prend également des modèles hydrologiques dans ses prévisions et couplé en fait avec les modèles météorologiques, va pouvoir permettre aux collectivités, et permet déjà aux collectivités, de gérer, en fait, d'optimiser en fait les réseaux d'assainissement et de gérer également les éventuelles crises liées à des aléas météorologiques. L'exemple que j'ai choisi ce matin de partager avec vous, c'est ce qui est fait dans le cadre du SIAP, qui couvre une population de plus de 8 millions 6 d'habitants et une capacité de stockage de 800 000 mètres cubes. Quelques éléments que je souhaitais partager avec vous. Effectivement, ce système intelligent de pilotage du système d'assainissement a permis en fait de réduire les rejets de 35%. Donc plus d'un tiers, donc c'est quelque chose de très significatif. D'anticiper les crises avec une alerte en cas d'inondation de département 6 heures à l'avance, ce qui est quasiment impossible sans avoir, je dirais, quelque part digitalisé et modélisé les processus. Au-delà de ces éléments, ça permet aussi aux collectivités d'augmenter la disponibilité et les capacités des bassins de rétention et de stockage, et aussi d'éviter aussi, enfin en tout cas de construire juste le nécessaire. Vous savez que dans les budgets d'investissement, la capacité, tout ce qui est infrastructure, que ce soit réseau ou bassin de stockage, sont des budgets extrêmement importants. On était plutôt sur un aléa aigu. Je voulais aussi partager avec vous un deuxième et un dernier cas d'usage tout à fait en ligne avec ce qui a pu être partagé ce matin et un très beau trait d'union avec le projet Explore 2 qui vise in fine effectivement à donner à nos clients collectivités une capacité de pilotage des recharges aquifères. La première étape en fait a été de mettre en place en fait un pilotage dynamique et une très bonne connaissance grâce aux données de tout ce qui est puits et stations de pompage, qui sont parfois des éléments oubliés de la gestion. Et cette digitalisation, ces données qu'on a pu relever en équipant notamment chacun des puits les puits de prélèvement d'eau, a permis notamment à la communauté de Dijon de multiplier par 4 la production d'eau, notamment après les nettoyages, donc en augmentant la maintenance et la qualité de la maintenance en fait des prélevages, a permis également d'améliorer effectivement l'utilisation, l'énergie consommée par les pompes avec une diminution de 40%. Et cette modélisation va permettre aussi de mieux maîtriser en fait la recharge aquifère. On se situe dans un contexte où notamment à Dijon il y a une certaine vétusté, et c'est pas la seule ville des canalisations et qui ont plus de 41 ans en âge moyen. Et puis puisqu'on parle d'innovation, il y a bien sûr l'innovation technologique, mais il y a aussi l'innovation de coopération, puisque en fait, ça donnait lieu à une CEMOP, donc une société d'économie mixte entre Dijon et Suez. Et je pense que ça fait aussi partie des capacités d'innovation de pouvoir créer des jeux objets comme celui-ci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on voit beaucoup d'initiatives, de projets pour répondre aux besoins d'adaptation. Je vais laisser la parole à Vincent qui va vous présenter le projet Écosphère, dont l'ambition est notamment d'aider à la mutualisation, éviter de réinventer la roue chacun de son côté pour avancer plus vite et à moindre coût.
Merci Hélène. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Vincent Itamar, chef de projet à l'Ecolab sur Ecosphère, qu'on présente traditionnellement comme le guichet d'accès à la donnée des transitions écologiques et de la cohésion des territoires. Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans les différentes feuilles de route ministérielles, données numériques, plus récemment la feuille de route données numériques pour la planification écologique, avec un fort enjeu donc, de réutilisation des données et notamment au sein du CGDD, un fort enjeu de coordination entre ce qui se fait aussi sur l'ensemble des territoires. Donc, vous comprenez que dans le cadre de la planification écologique, la réutilisation des données est, disons, une condition nécessaire pour réaliser cette ambition-là. Pour autant, ce sont des données qui sont dispersées, inégalement accessibles et à ajuster. Donc aujourd'hui, ne serait-ce qu'au niveau des plateformes en fait, de données géographiques, on en recense plus de 130, donc ça c'est un chiffre qui vient de l'association de l'AFI-Géo. Ces données, elles sont inégalement accessibles, donc on a seulement 16% des collectivités qui respectent l'obligation d'ouverture des données. C'est peu, même si aujourd'hui la dynamique est quand même bonne de ce côté-là sur l'ensemble du territoire. Et le dernier point, qui est un point extrêmement critique, c'est que donc on a mené une étude au sein du pôle ministériel et avec également auprès des collectivités. Parmi les freins à la réutilisation des données, un tiers de ces freins-là correspondent à des problèmes de qualité. Pour autant, cette qualité de données-là, elle s'évalue au regard des usages et c'est un des éléments aujourd'hui qui manque, la documentation notamment des usages. J'y reviendrai. La tragédie du POC. Là, je reprends un rapport qui a été publié l'année dernière. Trop d'initiatives qui ont pourtant fait leurs preuves sur un territoire et preuve des difficultés à passer à l'échelle, à pérenniser leur action et à reproduire sur d'autres territoires, faute de moyens ou de compétences. Tous les freins que j'ai mentionnés auparavant, ils ont un impact très concret sur les bureaux d'études en urbanisme, sur les laboratoires d'innovation qui travaillent sur le développement de services numériques au service des politiques publiques, sur les services data, SIG du service public. Si on prend l'exemple qui a été présenté auparavant par Pierre Athanase, l'expérimentation sur ce calque de plantabilité, c'est après 250 jours hommes. La ville de Lyon, aujourd'hui, a une forte capacité, disons, d'ingénierie. Ce n'est pas le cas de la plupart des collectivités territoriales. Et encore une fois, ces 250 jours hommes, c'est sur la partie, on va dire, sur l'expérimentation. Pour autant, l'ensemble de ces problèmes qu'on mentionne aujourd'hui, la gestion de l'eau, la gestion de l'adaptation par rapport aux eaux de chaleur, c'est des problèmes qui sont communs sur l'ensemble des territoires. Des problèmes similaires, on en a donc une centaine de sujets. La question aujourd'hui, c'est de les documenter pour avoir une meilleure mutualisation de ces initiatives. Et donc, c'est tout l'enjeu du projet Ecosphère. Donc, d'une part, de centraliser les données du pôle ministériel. Je vais vous présenter plus tard de quelles données en fait, on parle notamment. Et le deuxième aspect, c'est de permettre à tout réutilisateur de renseigner les usages des données utiles aux politiques environnementales, notamment dans un enjeu de promotion de ces initiatives-là au niveau national, mais aussi pour en faciliter le passage à l'échelle, compte tenu notamment des problématiques de qualité de données et de standardisation au niveau national. En termes de données dans Ecosphère, donc on collabore avec la direction interministérielle du numérique sur le moissonnage des plateformes du pôle ministériel, donc des données des opérateurs, mais aussi des données des services déconcentrés. DataGouv permet également de faire remonter des données produites par les différentes métropoles, notamment la métropole de Lyon. Donc on s'intéresse à la centralisation de toutes les données qui sont utiles à l'appui des politiques publiques. Donc la centralisation des données ne passe pas uniquement par du moissonnage, mais également par le dépôt direct de données depuis la plateforme de la direction du numérique. Deuxième point, donc, centraliser les données, c'est une démarche qui est nécessaire, toutefois elle n'est pas suffisante dans une optique de réplicabilité, de favoriser la réplicabilité de différents usages. Donc c'est la raison pour laquelle on s'intéresse à cataloguer ces usages-là. Donc afin de pouvoir référencer sur chaque territoire les données qui sont utiles à un service, mais aussi de qualifier les données au regard de cet usage-là. Donc pour cela, on a développé le concept de bouquet de données. Et je vais m'appuyer donc en termes d'exemple ici sur celui de la métropole de Lyon, qu'on remercie d'ailleurs pour l'état d'esprit et tout le retour d'expérience qui ont été le leur. Donc on a, pour nous, voilà, le cas qui a été développé par la métropole de Lyon, c'est vraiment un cas d'école. Donc on est ici sur un problème politique usager qui est extrêmement bien documenté, celui de végétaliser le centre-ville en lien avec une problématique d'adaptation aux îlots de chaleur.
et un problème qui a été converti en disons une problématique data. On a besoin d'un indicateur sur une maille de 5 mètres par 5 mètres de plantabilité. Dans le cadre de ce calcul de plantabilité que je vous invite dont je vous invite à voir le bouquet sur la plateforme écologie.datagouv, on va recenser l'objectif de ce bouquet-là, c'est-à-dire ici l'objectif politique, 300 000 arbres, l'objectif data derrière, donc calculer cet indicateur-là. Ce bouquet, il peut être créé, publié, mais aussi gardé en privé, si vous souhaitez, par exemple, vous-même, à partir de votre compte DataGouv, créer pour vos propres services un bouquet sans forcément le partager à l'ensemble de l'écosystème. Et on a une démarche ensuite qui est très métier. Donc, une fois qu'on a posé la problématique politique, la problématique data derrière, la question qui vient, c'est quels sont les différents facteurs à prendre en compte pour calculer cet indicateur-là. On arrive ici donc, à une liste de ces différents facteurs qui permet de voir très concrètement quelles sont les hypothèses derrière cet indicateur de plantabilité. Donc, Pierre le mentionnait auparavant, on a des obstacles souterrains, des obstacles de surface en lien avec les réseaux de gaz, les réseaux de fibre optique, mais aussi les différentes problématiques de transport. Suite à ça, derrière chacun de ces facteurs-là, on fait l'association avec des données qui sont cataloguées. Alors pourquoi on raisonne par facteur? C'est que c'est une approche très traditionnelle au niveau métier, de dire quels sont les différents, disons, paramètres qui vont influencer mon indicateur, et pour autant, après derrière, est-ce que je dispose d'une donnée et cette donnée est-elle de qualité? Donc ensuite, on peut revenir justement derrière chacun de ces facteurs à données cataloguées et avoir tous les éléments qui nous permettent après d'évaluer, donc déjà d'avoir accès à la donnée, mais aussi d'évaluer son niveau d'adéquation par rapport au cas d'usage. Une hypothèse qui est importante derrière ces données, qu'on appelle des bouquets de données territoriaux, c'est que son instantiation se fait sur un territoire donné. Alors ça, c'est l'idée en fait de refléter aujourd'hui le mode de production des données dans notre écosystème. Les données, dans ce calcul de plantabilité-là, on a à peu près 3 jeux de données qui sont dans des bases de données nationales, produites par le CEREMA notamment. Pour autant, la majorité sont produites au niveau local. Donc c'est des données produites par la métropole de Lyon, c'est des données produites par des opérateurs de transport locaux. Et l'enjeu, c'est de pouvoir ensuite, dans une volonté de répliquer le cas d'usage, de pouvoir en fait instancier cette trame-là, la trame de facteurs, sur d'autres territoires et d'y associer les données produites localement. Donc c'est la raison pour laquelle on a une fonctionnalité qui permet de cloner un bouquet pour pouvoir l'associer à une autre emprise territoriale, pour pouvoir faire le travail progressivement de mapping, d'association entre les données produites localement et le cas d'usage pour pouvoir l'adapter au mieux à l'outil qui a été développé par la métropole de Lyon et pouvoir ensuite mutualiser ces outils-là. Donc en termes de bénéfices, nous on en vise trois principaux. Le premier, c'est de faire des économies sur le coût de déploiement. Alors ça, effectivement, aujourd'hui, on travaille avec la métropole de Bordeaux, qui s'intéresse donc fortement à l'outil développé par la métropole de Lyon, et donc qui bénéficie en fait directement de cette phase d'investigation modulo, bien sûr, une phase d'adaptation des données produites localement et de qualification de ces données au regard de l'usage. Une économie sur les coûts de mise à jour. Là, on est sur un cas d'usage qui a une trentaine de jeux de données. On s'intéresse aussi à des portées à connaissance sur lesquelles on a plus de 150 facteurs. La donnée doit être disponible aussi au niveau de chacune des communes. Donc, c'est un chiffre qui devient très difficile à gérer et on vient outiller derrière nos bouquets en fait, cette mise à jour-là des données. Le dernier point, et ça c'est un sujet qui va nous concerner aussi dans la table ronde, c'est celui de promouvoir des services émergents et les pérenniser. Donc pour sortir du POC, on a besoin de créer des communautés autour de ces outils-là, de justifier l'usage, mais également de l'améliorer dans le temps. Et là-dessus, donc ça c'est quelque chose aujourd'hui qui a été exprimé par différents collaborateurs, métropole de Rennes, métropole de Lyon, métropole de Bordeaux, c'est que ces services-là, ils vont pouvoir survivre parce qu'il y a derrière suffisamment de mutualisation en termes de contribution, notamment, mais aussi d'apport financier pour pouvoir les pérenniser dans le temps. Donc en termes aujourd'hui de collaboration, très brièvement, Métropole de Lyon, donc avec le laboratoire d'innovation Erasme sur le sujet de calcul de plantabilité, sur le sujet des itinéraires de fraîcheur. On travaille avec Bordeaux pour justement, grâce au bouquet de données, donc développer des fonctionnalités qui facilitent la réplicabilité de ces cas d'usage-là. DocUrba en lien notamment avec les portées à connaissance de l'urbanisme, le CRISH-PACA sur la problématique de la gestion des eaux. Et le dernier point, c'est que tous ces bouquets de données-là, ils sont intéressants parce que derrière, on a des données qui sont cataloguées, qui sont référencées de la manière la plus interopérable possible. Donc, on travaille en partenariat avec DataGouv
mais également avec les outils du pôle ministériel GeoIDE qui référence en grande partie les données des services déconcentrés et la plateforme régionale Datara pour la DREAL. Je vous remercie. Merci beaucoup Vincent. Je dirais presque que la boucle est bouclée de la matinée, puisque avec cet exemple du calque de plantabilité dont on a présenté le besoin politique et le portage politique fort, qui est absolument nécessaire pour développer ce type d'outil jusqu'à sa réplicabilité, eh bien, c'est ce type de projet qu'on aimerait aussi voir émerger dans le cadre des Data Challenge. Donc, appel à candidature pour celles et ceux qui ont ce type de projet dans leur tiroir. On vous attend pour les Data Challenge et pour pouvoir ensuite les reproduire grâce à l'animation d'Ecosphère. Voilà, donc moi j'avais une question qui est revenue plusieurs fois. Donc on voit effectivement le foisonnement d'initiatives qu'il y a parce qu'il y a un vrai besoin. L'adaptation c'est encore naissant, mais ça va prendre que de plus en plus d'importance. Et donc, on est vraiment encore au stade de l'expérimentation. Ce n'est pas encore des outils qui sont des outils développés en masse. Et j'ai cru comprendre de vos différentes interventions que qu'il y avait des freins au passage justement de ces expérimentations à un passage à l'échelle. Alors la question que j'aurais pour vous, c'est quels sont ces freins? Est-ce que vous commencez à identifier des pistes pour les lever? Et peut-être également, est-ce que par rapport aux projets que vous aviez dû mettre en œuvre dans le cadre de l'atténuation, est-ce que les projets d'adaptation ont des freins qui leur sont spécifiques? Je ne sais pas qui veut... Je vais prendre le risque comment peut-être en préambule, le sujet de l'industrialisation de l'innovation est toujours un sujet. Dans nos grands groupes, c'est la même chose. Et on a toujours, effectivement, on se creuse toujours la tête pour savoir comment sélectionner les bons projets. Et le taux d'échec entre l'idée et le POC est souvent... voilà, de 90%, on retient que 10%, mais le taux d'échec, et on en parle moins, entre l'OPOC et l'industrialisation, est quelque chose qui est également important. Le deuxième élément, on parlait tout à l'heure de dire qu'il faut être capable de mesurer. Il faut réussir peut-être dans les entreprises et puis sans doute aussi dans les collectivités à bien mesurer le gain qui est obtenu. Alors, bien sûr, dans les entreprises, on mesure le retour sur investissement qui est l'un des indicateurs clés pour généraliser un projet. Se généralise aussi, et c'est plutôt une très bonne nouvelle, un concept autour du retour environnemental, puisqu'en fait c'est bien ça qu'on essaye de... Donc la factualisation du gain et de l'impact quelque part me paraît important. Je pense que la réglementation et la généralisation du reporting environnemental qui arrive à grande vitesse va, je dirais, accélérer les choses. Donc je pense qu'il faut rester extrêmement positif. Voilà. Il y aurait aussi beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à la qualité de la donnée, par rapport à beaucoup de choses, mais je vais laisser mes collègues du panel aussi donner leur point de vue. Alors peut-être sur la vision plus politique. Vraiment, quand on veut planter des arbres, tout le monde est content. Moi, je peux supprimer des places de stationnement pour végétaliser. 2-3 personnes grognent, mais les gens acceptent vraiment et ça se passe vraiment bien. Mon collègue qui fait un travail fabuleux pour faire des pistes cyclables dans Lyon, lui, quand il supprime des places de stationnement, il a droit à des pétitions, des réunions publiques houleuses, des diatribes de l'opposition. Voilà. Donc, il faut se saisir un petit peu des opportunités. Moi, j'ai la chance de travailler sur un sujet qui est relativement consensuel au niveau de la population, mais le frein, c'est vraiment le changement d'habitude. Et on n'a pas le choix. Sur Lyon, pour l'instant, en 4 ans, on a baissé la circulation automobile de 17%. Ce n'est pas encore suffisant
pour avoir un effet sur le climat. La végétalisation permet effectivement de le faire, pour l'instant à l'échelle de morceaux de quartier. On va aller de l'avant, puis les arbres qu'on plante maintenant seront évidemment plus efficients dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais les freins, c'est vraiment des freins quand on change les habitudes. Et ça, de toute façon, c'est vrai pour tout. Le plus gros frein, il est quand même dans la tête des gens, il n'est pas technique. Après, il peut être financier aussi. Nous, c'est vraiment des choix politiques qu'on a fait sur le quartier de la Part-Dieu, qui est le quartier tertiaire de Lyon. Il y avait le projet de la construction de 5 tours qui allait doubler la surface au plancher de l'espace tertiaire. On a arrêté la construction de 4 de ces tours, une était trop avancée pour se faire. Et là où devait y avoir des tours, il y aura des espaces verts et il y aura un boisement d'1 hectare à la sortie de la gare de la Part-Dieu. Donc c'est des volontés qui sont fortes aussi. Ça coûte de l'argent. Là où on va planter ce boisement, il a fallu racheter du terrain à France Télévisions pour pouvoir le planter. Donc c'est vraiment sur des choix politiques. Alors effectivement, on est sur une grosse collectivité. On a cette chance-là. C'est sans doute plus facile pour nous que pour d'autres collectivités, mais c'est une vision quand même qui est complètement différente de la vision de l'ancien mandat qui allait encore sur plus de bétonisation, plus de gens. Ce quartier de la Part-Dieu est un quartier qui est déjà saturé aujourd'hui malgré la présence d'une gare, de 4 lignes de tram, du métro et de je ne sais pas combien de bus. En doublant la surface, on aurait asphyxié complètement la moitié de Lyon à cause de ça. Le fait de le végétaliser et de faire ces activités sur le reste du territoire, voire à l'échelle de l'aire métropolitaine jusqu'à Saint-Étienne, c'est un véritable projet d'aménagement du territoire. Et pour ça, effectivement, on a besoin d'un maximum de données. Et pas des données uniquement sur la plantabilité, mais ces données-là, moi, me sont particulièrement utiles. Et pour compléter les propos des 2 premiers panélistes, pour moi, il y a derrière la tragédie du POC, j'adore cette expression, je vais la réutiliser, elle est magnifique. C'est une vraie tragédie. Ouais. il y a différents écueils, et puis différents freins qu'on essaye de lever, en tout cas au travers d'initiatives comme le Climate Data, mais il n'y en a pas d'autres, il y en a d'autres justement. Le premier, c'est évidemment la mobilisation de la donnée, qui reste quand même un sujet très important. On voit qu'il y a des superbes initiatives pour mobiliser la donnée publique, mais il existe d'autres formes de données, notamment la donnée privée ou la donnée personnelle. Et la donnée personnelle, elle est importante. Et il faut aussi être en mesure de la mobiliser. On parlait tout à l'heure avec un collègue de Tuba des démarches de self-data. Mais voilà, il y a des sujets comme ça. Mobiliser la donnée privée, ça reste un enjeu très, très important parce qu'on sait que c'est là qu'elle est la plus nombreuse. Et c'est évidemment celle qui est la plus difficile aujourd'hui à mobiliser parce qu'il y a des freins juridiques, parce qu'il y a des freins économiques essentiellement. Et puis il y a aussi peut-être des volontés politiques. Mais il existe des choses aujourd'hui politiquement qui font qu'il devrait normalement être plus facile de mobiliser la donnée privée d'intérêt général. C'est notamment le cas de la réglementation européenne Data Governance Act qui crée cette notion d'intermédiation de la donnée qui va, je l'espère, permettre d'accélérer sur cette question et qui crée ces notions de tiers de confiance. Il existe des modèles. Aujourd'hui, il y a Hack Data Hub, par exemple, qui est en train de se développer. Et puis, le Climate Data Hub, à sa petite échelle, est en train d'essayer de travailler sur ce modèle qu'on va appeler plutôt altruiste. Et puis, effectivement, je pense que le nerf de la guerre, ça reste quand même le modèle économique, c'est-à-dire que la donnée, ça a un coût, on le sait, la production de la donnée, ça coûte cher, la gérer, ça coûte cher, la diffuser, ça coûte cher, et la partager et créer de la valeur avec, ça a aussi un coût, ça a de l'investissement, et effectivement, il y a un moment, se pose la question de comment on génère, comment on fait pour mobiliser ces investissements. Et une fois qu'on a créé de la valeur, comment on repartage cette valeur aussi. Et ça, c'est vrai que cette question-là, au sein du Climate Data Hub, c'est un peu notre souci quotidien. On a des cas d'usage, on a des outils, on arrivait à mobiliser de la donnée, on a commencé à travailler sur le partenariat public-privé. Voilà. Mais il nous manque effectivement cette question du modèle économique qui est essentielle. On y travaille, on cherche. Mais je pense que c'est aujourd'hui ce levier-là qui est le plus difficile à lever, qui est pourtant le plus essentiel. Et parmi les solutions, je vais faire très court, mais je pense qu'une des pistes, c'est bien évidemment la mutualisation entre collectivités territoriales et donc la réplicabilité. Moi, je compléterai sur le fait c'était d'ailleurs intéressant dans votre présentation, Pierre, vous avez commencé en disant on a beaucoup de données, on a énormément de données.
on fait un peu trop souvent l'hypothèse que la donnée elle est déjà disponible. Pour autant, nous, c'est pour ça aussi qu'on dit, en fait, faisons la démarche inverse en renseignant bien les motivations politiques, en partant finalement dans la définition des indicateurs qui théoriquement seraient pertinents, en tout cas par rapport aux usages qu'on projette, pour ensuite aller chercher la donnée, la qualifier. Et alors effectivement, Grégory le mentionnait, dans ce cas d'usage sur le cas de portabilité, toutes les données n'étaient pas ouvertes. Il y a eu notamment la métropole de Bordeaux actuellement est en train d'accéder à des données par convention avec Enedis pour avoir des données qui soient justement suffisamment précises par rapport aux contraintes posées par le cas d'usage. Et donc tout ça, en fait, c'est un investissement en temps homme, financier, qu'on doit avoir à l'esprit au moment de faire en fait un arbitrage sur les sujets sur lesquels on va investir ou pas de l'argent pour pérenniser ces sujets-là. Dernier point sur le modèle économique, nous c'est vraiment une tendance qu'on voit qui est de plus en plus forte. On l'a vu au niveau des syndicats des eaux, on l'a vu donc avec notamment des outils qui étaient initialement alors, une initiative du public et une initiative du privé, qui ont progressivement disons, procédé à l'ouverture de leurs données, l'ouverture de leurs outils, pour en favoriser là aussi une démarche de mutualisation dans un enjeu de pérennisation. Donc c'est également, peut-être qu'on est sur des services qui sont entre guillemets de niche par rapport au nombre d'utilisateurs potentiels, essentiels, et qui donc doivent aller sur ce modèle-là aussi pour être pérennisés. Merci beaucoup. Alors je sens qu'on a un peu de retard, mais je pense qu'on a quand même le temps pour une... Non ? Non. Non. Bon, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à nous les envoyer et on les retransmettra à nos intervenants, que je remercie chaleureusement d'avoir fait le déplacement d'Orléans, de Lyon. Voilà, de la Défense. Voilà, merci beaucoup et je vais laisser la parole pour la dernière séquence de la matinée avant le déjeuner. Donc on a clos le cycle de l'adaptation et on va ouvrir celui de la formation à la donnée.